de l'FC sur les antennes d'Africa 24 comme tous les lundis, vous le savez, émission rediffusée également le soir même et comme vous le constatez sur le Tchad, eh bien, nous allons faire un petit focus également, deuxième volet du football tchadien. Et puis nous parlerons aussi des élections à la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Et puis il y a un jeune qui s'est sacrifié aujourd'hui dans l'FC, il s'appelle M. Saïd Al-Fizi, qui est seul sur le plateau, notre édito, pour évoquer l'actualité avec nous. Et il a commenté. Les internautes, pour la dernière fois, nous allons les saluer. Encore au niveau de la carrière du célèbre Didier Drogba qui a joué un peu partout à Rennes, à Marseille. Chelsea. Chelsea, mais oui, Chelsea. Bien sûr. C'est là où il devait même devenir entraîneur. Il a joué à Rennes? Je crois qu'il a joué à Rennes ou à Guingamp. C'est Guingamp, oui. En tout cas, c'était quasiment dans la même région. C'est pareil. Donc, et puis après ça, il est parti du côté de Marseille. Alors, nous allons tout d'abord parler des élections à la FECAFOOT. Joseph-Antoine Bell, candidat à cette fédération, l'ex-gardien, mène une campagne pour occuper le fauteuil. C'est la troisième fois qu'il aspire à la présidence. Il veut refonder, fédérer et moderniser. Il s'est entouré d'un vrai commando et non des moindres, François Manbi, il y a Roger Millard, il y a Eugène Ekeke, pour ne citer que le point avec la rédaction d'Africa 24. L'ancienne gloire du football camerounais, Joseph-Antoine Bell, a présenté ce 25 novembre à Yaoundé son projet de candidature au poste de président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Baptisé Retour au foot, refondé, fédéré, modernisé, ce projet repose sur 11 articulations dont le but ultime est le renouvellement de la gestion du football camerounais. On doit obligatoirement s'appuyer sur la moralisation pour pouvoir refonder, fédérer et moderniser la fédération. Ce qui est l'objectif de Retour au foot. La Fédération camerounaise de football sort en effet d'une longue crise managériale. Elle est gérée depuis 5 ans par des comités de normalisation qui avaient pour mission la révision des textes. L'une des grandes nouveautés de cette révision est l'adoption d'un scrutin uninominal. Le comité de normalisation API a fait du bon travail. Un travail sérieux qui permet aujourd'hui de pouvoir dire qu'il est temps pour le retour au foot. Le Cameroun se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la nouvelle formule à 24 équipes. Pour Joseph-Antoine Bell, une fédération dotée de nouveaux hommes et d'un projet comme le sien serait un bel atout pour ce grand rendez-vous sportif. Né le 8 octobre 1954, Joseph-Antoine Bell a évolué au sein de l'équipe nationale et à l'international comme gardien de but. 2 fois champion d'Afrique en 1984 et 1988, il a côtoyé des références telles que Roger Millard, Thomas Kono, Oman Biik, entre autres. Et puis vous aurez bien sûr compris que ce sujet a été tourné avant la décision de la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Alors, très sincèrement, Saïd, que pensez-vous de la candidature de Joseph-Antoine Bell, qui, vous le savez, était édito chez nous, vous l'avez entendu à plusieurs fois, c'est un grand gardien qui a joué à Bordeaux, à Marseille. Est-ce que lui, il peut faire quelque chose pour ce football camerounais? On ne va pas juger les personnes, on va juger plutôt les programmes des différents candidats. Il a un programme intéressant, il s'articule en 11 points. Il y a un point qui m'a particulièrement intéressé parce que, comme il l'a dit, comme le dit son slogan, retour au football, il faut s'intéresser au football et éviter tout sujet parasite. Là, aujourd'hui, on est grosso modo dans un pays comme le Cameroun, grand comme le Cameroun, et ténor, encore une fois, du football africain, on est à 24 000 licenciés, ce qui est extrêmement peu. Il a comme ambition de venir à hauteur de 100-110 000 licenciés à la fin de son mandat. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi c'est un point extrêmement important? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun se base quasiment exclusivement sur la diaspora à l'étranger, le capitaine Toko Ekambi, etc., et néglige un travail de long terme et un travail de fond, c'est le travail de la formation. Et ce pays a vraiment tout
au niveau de sa jeunesse pour pouvoir prétendre à avoir des joueurs de qualité qui alimentent les différentes équipes jeunes, puis pour finir le Graal, l'équipe A. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a particulièrement intéressé, particulièrement interpellé sur le programme de Joseph-Antoine Bell. Donc c'est une bonne chose. Et au-delà du fait, bien sûr, d'avoir un ancien grand footballeur à la tête de cette fédération-là, c'est vraiment... pour moi, c'est un bon programme. Après, avoir les moyens de ses ambitions, ça, c'est autre chose. Oui. Alors, il y a un autre candidat. On dit qu'il est peut-être aussi favori. Il s'agit de Seydou Bombo Dioya. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Oui. Oui. Brièvement, oui. Oui. Alors, lui, il occupait plusieurs fonctions. Il était membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, président de la Fédération de football du club du Noun, président de la commission de compétition internationale de la FECAFOOT, deuxième vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alors, bien sûr, il a vraiment une profession de foi qui est très chargée. Alors, lui, ses actions prioritaires, c'est restaurer l'éthique et combattre la corruption et les mauvaises pratiques. Élaborer un plan d'action stratégique pour le développement du football, optimiser la gestion administrative et financière. Il y a plein d'autres trucs que nous allons énumérer. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens? Est-ce qu'il peut gérer sans l'influence du ministère des Sports? Et là, José, vous pointez du doigt un des problèmes principaux justement de ce pays et de cette gestion-là, c'est les différents, comment dire, conflit d'intérêts qu'il y a entre le ministère et la fédération, les différents... C'est un pays, on ne comprend pas très bien, c'est vraiment très opaque. À chaque fois que le Cameroun va dans une compétition internationale, il y a toujours des problèmes de primes, il y a toujours des problèmes de malversation, etc. Et le peuple camerounais ne mérite pas d'avoir ça par rapport justement à toute l'histoire de ce pays-là au niveau footballistique. Mais là, quand on a deux programmes, et deux points intéressants, et les deux se basent sur la morale. Là, Joseph-Antoine Bell, dans le très bon reportage qu'on a vu, il parle beaucoup de moralisation, de la moralisation de la fédération, de la moralisation du football camerounais. Et là, sur la promesse de foi qu'on voit là, que vous avez énumérée, pareil, ça nous parle de moralisation du football, de bonnes pratiques du football. Il semblerait qu'il a aussi le soutien de Samuel Eto'o. Il a le soutien officiel. Vous étiez au courant aussi? Oui, il a le soutien de Samuel Eto'o. En tout cas, il se prétend avoir le soutien de Samuel Eto'o. Je n'ai pas vu encore d'explication ou de communiqué de Samuel Eto'o en personne, mais apparemment, il aurait effectivement le soutien de Samuel Eto'o. Et celui qui a le soutien de Samuel Eto'o, le candidat, c'est un avantage considérable. Oui, mais Joseph-Antoine Bell a quand même celui de Roger Milla aussi. Mais Samuel Eto'o, aujourd'hui, au Cameroun, ça veut dire beaucoup pour les Camerounais. Et quand un candidat a le soutien de Samuel Eto'o, c'est vraiment pas un soutien négligeable. D'autant plus que le président de la CAF est vraiment très proche de Samuel Eto'o. Et tout ça peut avoir un rôle déterminant dans cette. Mais Joseph. Et Bell, il suffit qu'il parle. Roger Milla est officiellement soutien de Joseph-Antoine Bell. Il peut être aussi bien sûr, c'est pour ça que là vous me dites, José, que ce candidat-là a le soutien de Samuel Eto'o. Moi je vous réponds que Joseph-Antoine Bell a celui de Roger Milla. Et Roger Milla est une légende vivante du football africain. Donc l'un dans l'autre, ça peut s'équilibrer. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas le point sur lequel on doit pouvoir juger les deux candidats. On doit parler programme contre programme. Voilà. Les deux nous parlent de moralisation. Allons au bout du débat. Qu'est-ce qu'on voit dans la moralisation? Qu'est-ce qu'on entend par moralisation? Quels sont les axes où on va devoir travailler? Qu'est-ce qu'on va devoir changer sans faire de longs discours, sans philosopher? Il faut aller sur du concret. Quel point on modifie? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là-dessus qu'ils vont devoir être questionnés. Et là, on fera la différence entre les deux candidats. Justement, il dit aussi qu'il veut organiser une compétition entre les sélections régionales, établir une prime à la licence, incitative à l'augmentation du nombre de licenciés, mutualiser la recherche des sponsors, mettre en place une bonne politique de protection des joueurs, optimiser également le fonctionnement du département marketing, créer une permanence en Europe pour la détection. Ça, c'est bien ça. Créer une détection en Europe, une permanence en Europe pour la détection et le suivi des binationaux. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, vulgariser et promouvoir la médecine sportive. Et puis, en point 14, l'achèvement en urgence des travaux du siège de la fédération. Alors, si ça existait déjà, une permanence en Europe,
Kylian Mbappé aurait pu jouer avec le Cameroun. Kylian Mbappé, il est en équipe de France jeune depuis toujours. Je pense que le joueur camerounais qui est capable aujourd'hui d'apporter un plus à la sélection du Cameroun, il va se voir. Il va se voir en Ligue 1, il va se voir en Liga, il va se voir en Première Ligue. Donc cette permanence-là, ce n'est pas le point le principal. Moi, le point principal, c'est vraiment, au contraire, d'aller systématiquement aller rechercher le binational formé en France, etc. C'est une bonne chose si ça apporte une plus-value. Mais c'est plutôt le travail de formation du jeune Camerounais au Cameroun qui m'intéresse, moi. Savoir qu'est-ce qu'on met en place dans une politique de formation, dans une politique de détection, comment on les fait franchir des paliers, le volet éducatif aussi. Tous ces critères-là, pour moi, c'est les critères importants à mettre en place au niveau du Cameroun. Parce que cette jeunesse-là et ce pays-là méritent d'avoir autre chose, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de résultats, que ce soit tout. Ce pays-là, c'est un grand nom du continent africain et la jeunesse camerounaise et le peuple en général méritent d'avoir un meilleur football que celui qui est proposé. Un petit point, merci Saïd, un petit point sur le Tchad. Suite de notre dossier, justement, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, parlons de la relation entre la Fédération et le ministère de tutelle d'une part et la Fédération et les clubs d'autre part. Mohamed Ramadan. La Fédération tchadienne de football et le ministère en charge du sport entretiennent des relations difficiles. La première accuse les autorités de ne pas s'impliquer davantage dans la promotion du football et le ministère, lui, dénonce le manque de concertation entre la fédération et les services centraux de l'État. Une situation qui a bloqué pendant plusieurs mois l'organisation du championnat national cette année. On parle du sport. Le sport, c'est les moyens et c'est l'argent. Les autorités, le ministère des Sports ne peut pas s'en passer de la promotion du sport et la promotion du football. Et si la fédération a comme partenaire le ministère des Sports, il faut que la fédération repart, trouver les responsables du ministère en charge du sport et tous ensemble, ils peuvent organiser ce championnat et demander au ministère, avec le peu que le ministère, on est en crise, c'est vrai, mais on ne peut pas s'en passer aussi du sport et du loisir. Selon certains observateurs, la grande victime du manque de coordination entre la Fédération tchadienne de football et les autorités en charge de la promotion du sport est le football féminin. La fédération n'a jamais présenté un plan cohérent de la promotion de la partie féminine de cette discipline. Et le football féminin n'a jamais bénéficié d'une aide gouvernementale pour son développement. Je vous assure que ça fait déjà 22 ans que le football féminin existe au Tchad. Mais dans les 22 ans, il n'y a même pas eu l'ingérence gouvernementale. C'est ce qui est en train de le freiner. Sinon, le football féminin, comme le football masculin, ont les mêmes lois et les mêmes règles de jeu, tout comme vous les voyez. Il y a quand même le talent, mais on demande qu'il y ait un peu d'ingérence gouvernementale et c'est tout, on décolle. Pour rappel, en dehors de la relation difficile qu'entretient la Fédération tchadienne de football avec le ministère de tutelle, le football tchadien est aussi confronté à de nombreuses difficultés telles que l'inexistence des infrastructures adéquates et le manque de sponsors. Oui, Aliou Goloko, vous nous avez rejoint, vous êtes journaliste et puis membre de la CAF. Et avant de vous retrouver sur d'autres sujets, à vous et à Saïd, je veux demander un petit sentiment sur le sujet que nous venons de voir sur le Tchad. Saïd, tout d'abord, comment pensez-vous que le Tchad peut s'en sortir en deux mots? Tout à l'heure, on parlait du football angolais qui était sur la bonne voie, on parlait justement des infrastructures, on parlait du championnat, etc. Là, il y a un championnat qui est arrêté, il y a un championnat il y a une équipe senior qui est sanctionnée notamment donc par la FIFA. Donc ce pays-là est représenté aujourd'hui par les jeunes, les U23. Donc c'est une situation qui est un peu compliquée. C'est voilà, le manque de soutien au football féminin. Il y a une ingérence aussi du gouvernement au niveau du football masculin. Donc c'est une mauvaise gouvernance globale. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de moyens. Il faut éventuellement trouver des mécènes au niveau des clubs, etc. Donc c'est une situation qui est vraiment compliquée au niveau du Tchad. Situation ubuesque, comme dit Saïd. Oui, elle est ubuesque, mais elle n'est quasiment pas propre uniquement au Tchad. Et c'est là le grand dommage, parce qu'aujourd'hui, le football féminin, c'est un football qui est à la mode, c'est un football qui est de plus en plus prôné par la FIFA, avec le football des jeunes. Et c'est vraiment dommage que malgré les efforts qui sont faits sur le terrain, les autorités politiques n'accompagnent pas et que la fédération ne mette pas dans ses plans une véritable stratégie de développement du football féminin. Surtout que maintenant, avec le projet Forward 2 de la FIFA, il y a de l'argent pour ça.
pour financer les compétitions et des jeunes et des femmes. Maintenant, la FIFA, les médias ou toutes les personnes qui s'intéressent au football doivent avoir ce regard critique pour s'assurer que les fonds destinés à la promotion du football féminin, au football de jeunes, soient bel et bien utilisés à ce fait. Avant de parler du football international, Aliou, il y a 2 événements au Cameroun. C'est le Cameroun qui n'aura plus la CAN en 2019 et puis les élections mardi prochain au sein de la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le Cameroun s'est complètement planté? Alors, le Cameroun s'est complètement planté, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que c'est un pays qui a accusé beaucoup de retard dans ses travaux. La responsabilité est à qui? Elle est partagée. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est une responsabilité partagée. Autant le Cameroun a une grosse part de responsabilité de n'avoir pas tenu ses engagements vis-à-vis au délai d'organisation de la CAN. Imaginez si la CAN, normalement, se jouait en janvier. Et, généralement, c'est parce qu'il y a eu ce changement et de nombre de pays participants et également de temps, parce que maintenant ça se joue en été au mois de juin, que le Cameroun a bénéficié de tout ce temps-là. Et selon les différents rapports qui ont été rédigés par les différentes commissions qui ont séjourné au Cameroun, ils disent que le Cameroun n'est pas prêt. Le Cameroun persiste, continue à dire qu'ils vont être prêts. Et c'est là toute la problématique. Et je pense aussi que la CAF, à un moment donné, peut-être aurait dû prendre cette décision beaucoup plus tôt, avant d'attendre ce moment pour en faire la décision. Mais c'est une décision qui n'incombe pas à une seule personne, elle incombe à tout un comité exécutif, à tout un système de la CAF qui a été mis en place et auquel souvent le Cameroun a eu pendant 27 ans à diriger, en la personne de Issa Hayatou. Et aujourd'hui, c'est sur la base des différents rapports qui ont été faits, aussi bien des commissions de sécurité, des commissions d'organisation de la CAN qui ont séjourné plusieurs fois au Cameroun, que cette décision elle a été prise. Elle est dommage pour le Cameroun, qui est quand même un grand pays de football, qui est un pays qui a beaucoup donné au football africain, mais c'est surtout qu'il y a un peuple de passionnés de football. Rappelons-nous, la dernière CAN est un vrai succès au Cameroun, et celle-là aurait été promis à un très bel succès, un très beau succès populaire, mais malheureusement, ça ne se fera pas cette fois-ci. J'ose juste espérer que le Cameroun ne renoncera pas à organiser cette belle fête du football, parce qu'elle le fait, surtout pour sa jeunesse et en général la jeunesse d'Afrique centrale. Aliou, comment dirais-je, Aliou, les élections à la FECAFOOT. Alors, il y a 2 candidats, Joseph-Antoine Bell et un autre que vous connaissez très bien, c'est Sédou Bombo. Sédou Mboyo. Dioya. Voilà, vous pensez que ça va être oui d'entre ces 2 garçons? Écoutez, oui, parce que chacun a des arguments. Autant Sédou était dans la gestion du football au Cameroun, parce qu'il était dans la proximité. Par Eto'o. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, Eto'o en tant que joueur, ancien joueur, en tant que citoyen camerounais, en tant qu'acteur majeur du football camerounais, a le choix et la liberté de soutenir le candidat qu'il veut. Et Joseph-Antoine Bell pour les Parmilla. C'est dommage que la famille du football se divise entre ces 2 candidatures, mais en matière d'élection, il faut toujours faire un choix. Donc, ce sont les 2 potentiels, ces 2 personnes qui peuvent diriger le football. Oui, chacun, tous les 2 ont des arguments pour pouvoir diriger le football camerounais. Et il faut juste préciser, c'est pas facile de gérer le football camerounais, parce qu'il y a Mohamed avant, il y a eu le président Api qui a fait un bon travail au niveau de la normalisation, mais que le football revienne à des anciens joueurs, à des anciens acteurs du football, c'est une très très bonne chose. Joseph-Antoine Bell a la légitimité technique, tactique, morale et même historique de pouvoir prétendre diriger la Fédération camerounaise de football. Sédou Mboyo, pour avoir pris aux côtés d'Issa Hayatou, pour avoir travaillé pendant longtemps au sein de la FECAFOOT, a aussi de bons arguments à faire valables. Je pense que ces 2 candidatures qui sont tout à fait valables. Le plus important serait qu'au-delà de cette élection, toute la famille camerounaise du football puisse se retrouver pour tirer vers la même direction et que ces infrastructures que le Cameroun est en train de construire puissent bénéficier au football camerounais. Ils ont 5 Coupes d'Afrique des Nations sans avoir les infrastructures depuis 1972, après qu'ils ont organisé la première CAN. Imaginez, quand toutes ces infrastructures de dernière génération seront terminées, ils vont facilement dépasser peut-être le record d'Égypte en termes de victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Aliou, nous allons voir rapidement les images de la semaine dernière concernant la Ligue des Champions avec Naples Étoile Rouge de Belgrade. Et avant ça, nous allons voir le générique, comme d'habitude. Générique. Voilà, Naples Étoile Rouge de Belgrade, 3-1. Et puis je voudrais saluer le Comorien de l'Étoile Rouge de Belgrade, Ben Mohamed, qui n'a pas pu faire grand-chose. Mais quant au Sénégalais Kalilou Koulibaly, eh bien lui, c'est du solide, très 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 solide.
Nous allons enchaîner avec FC Porto Schalke 3-1 et l'Algérien Nabil Ben Taleb qui a marqué avec son équipe Schalke qui perd devant le FC Porto sur le score de 3-1. Et je suis désolé, mais nous allons enchaîner très vite. PSG Liverpool 2-1. Le Sénégalais Sadio Mané n'a pas pu faire grand-chose, ni l'Égyptien Mohamed Salah, puis en tenaille par les défenseurs parisiens. Et puis pour terminer, Lyon-Manchester City, Riyad Mahrez s'est éteint, mais regardez avec Maxwell Cornet, eh bien, c'est deux superbes buts que je vais vous laisser voir avec Lyon face à Manchester City. Le premier, donc, bien enroulé, et le deuxième de l'Ivoirien Marcel Cornet. Donc, 2 buts partout malgré tout pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. La semaine prochaine, lundi prochain, nous allons voir tous les matchs et les classements, etc. Mais c'est avant de dire un petit mot sur le Ballon d'Or, Aliou et Saïd, il y a beaucoup d'Africains en Ligue des Champions. Oui. Et beaucoup de Sénégalais auto. Hein. Oui. Ils sont forts, ces Sénégalais. Saïd, un petit mot après Aliou. Oui, si on parle du Sénégal, on va forcément parler de Sadio Mané, très très connu, mais Koulibaly, je pense qu'on ne le juge pas encore à sa juste valeur. C'est probablement l'un des meilleurs défenseurs centraux aujourd'hui du monde. C'est exceptionnel. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est solide, mais en plus de ça, on néglige sa relance. Hein. Il relance très très bien, il est juste dans tout ce qu'il fait, il apporte offensivement. Quand il a des passes qui coupent les lignes, c'est vraiment un défenseur complet. Et il est amené, franchement, pour moi, à jouer dans un meilleur club que Naples dans les années à venir. C'est vraiment un joueur complet. Plus fort que Beckenbauer. Je ne dirais pas plus fort que Beckenbauer, mais c'est vrai que c'est un top player. C'est un joueur de classe mondiale aujourd'hui. En tout cas, il est vraiment dans le top 5 des plus grands défenseurs centraux du monde aujourd'hui. Et tous les grands clubs veulent se l'arracher. Mais il semble avoir signé un bail éternel avec le Napoli parce que, selon son agent, que je connais très bien, Bruno Satin, c'est un joueur qui n'a vraiment pas envie de quitter le Napoli. Certainement, il se sent très bien là-bas. Il a fait une excellente saison et c'est la raison pour laquelle il se retrouve sur la liste également des joueurs africains nominés pour le Ballon d'Or qui aura lieu à Dakar le 8 janvier. Aliou, vous connaissez mieux encore que moi le football africain. Comment s'est-il que Sadio Mané est aussi fort? Je l'ai vu de près, vraiment. Oui, Sadio perpétue une certaine tradition de grands footballeurs. Le Sénégal, je le dis souvent, ce n'est pas un grand pays de football, mais c'est un pays de grands footballeurs. Parce que nous avons eu El Hadji Diouf, nous avons eu Bokandé avant, on avait eu Mamadou Niang, des grands joueurs, Omar Gueye. Sadio perpétue cette tradition-là. Mais nous avons du mal à pouvoir gagner un trophée continental avec toutes ces catégories de grands joueurs que nous avons eus. Et cette loi sur les binationaux profite aussi beaucoup au Sénégal. Nous avons notre diaspora a beaucoup de joueurs africains ici qui sont nés en France ou ailleurs et qui ont la nationalité sénégalaise par leurs parents. Et ces joueurs-là, la plupart aussi évoluent pour le Sénégal. C'est une bonne chance, c'est une aubaine que nous n'avons toujours pas encore réussi à transformer en victoire finale. Mais cela dit, on est sur la bonne voie. On arrive déjà à être régulier sur les compétitions africaines. Et si Sadio arrive à donner 50% de son rendement à Liverpool, il arrive à en faire ça avec l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas de raison que nous ne gagnions pas un grand trophée. Merci Aliou d'être venu. Saïd, merci aussi. Vous voulez rajouter un petit mot rapide? Il me reste à peine 10 secondes. Il prolonge effectivement la tradition des footballeurs sénégalais, mais je pense qu'il prolonge plus encore la tradition du joueur africain en règle générale. Il a un brin de folie, il a quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des grands joueurs africains, nord-africains, Okocha ou même Moustapha Hadji, etc. Il a un grain de folie, quelque chose en plus. On retrouve que sur notre continent. Le Ballon d'Or, la lutte était très serrée entre trois garçons. Regardez les images. Il y avait donc Modric, il y avait Griezmann, il y avait aussi Mbappé. Qui avait la chance de le remporter, ce Ballon d'Or? Eh bien, en tout cas, nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Mais en tout cas, bravo aux récipiendaires. N'oubliez pas que Mbappé était sur la liste, mais aucune chance pour Mbappé. Je crois que c'est Modric. Ouais, je pense que ça va être le trio peut-être qui va arriver en tête de ce Ballon d'Or. Mais comme vous l'aviez dit, effectivement, entre Varane, Griezmann, Mbappé et Modric, ça va se jouer entre ceux-là. Et je pense que c'est Modric qui tient encore le bon bout. Le résultat, ce sera sous peu, là. Oui, ce sera sous peu, exactement. Et puis comme l'émission est rediffusée, bien sûr, on ne peut pas vous en dire plus. Lundi prochain, attention, ça va discuter dur
sur le plateau de l'AFC parce que nous aurons des Camerounais avec nous, mais aussi des Ivoiriens pour parler peut-être encore de la CAN 2019 et la CAN 2021. À lundi, bonne soirée et restez vraiment fidèles à Africa 24, la chaîne du football africain. Merci.